une apposition. Ça vient du verbe ponere, placer, et ad, qui veut dire près d'eux. Donc, on place à côté d'un mot une précision sur ce mot. Donc, une précision au même cas. Donc, Romulus, virgule, ça existe aussi en français les appositions, hein, c'est le même mot. Hein. Donc, Romulus, virgule, filium, fils de qui? Dei Martis, du dieu Mars. Ok? Donc, Romulus, virgule, le fils du dieu Mars, virgule, avait été rappelé chez les dieux. Donc, Dei Martis, au génitif masculin singulier, complément du nom filium. D'accord? Donc, si vous n'avez pas mis le, c'est pas grave, hein, c'est bon quand même. Donc, les sénateurs ont dit que Romulus, virgule, le fils du dieu Mars, virgule, avait été rappelé chez les dieux. On continue. Phrase 6. Il y en a combien? Il y en a 9. D'accord. Donc, phrase 6. C'est ça, oui, la 6. Excusez-moi, ça doit être un peu perturbant de voir toujours l'écran qui défile, mais voilà. Donc, phrase 6. Illi versus declarant spairam cum culindro, le Y je prononce U en latin, donc cum culindro, in sumo sepulcro, positam esse. On cherche le verbe de la phrase, le verbe conjugué, eh bien on a declarant. Donc declarant, c'est notre verbe conjugué, c'est un verbe de déclaration, donc ça exige la présence d'une proposition infinitive. Hein. On cherche le sujet puisque ce verbe est au présent, thème 1, plus désinence nt. Donc on cherche le sujet qui sera à la troisième personne du pluriel. On regarde un petit peu ce qu'on a devant et on a illi. Illi est un adjectif pronom démonstratif qui avec une terminaison en i est effectivement au nominatif masculin pluriel. Bon, entre les deux, vous avez le mot versus. Versus, c'est un mot de la quatrième déclinaison qui peut être à beaucoup de cas, mais il peut notamment être au nominatif masculin pluriel. Ce qui veut dire que illi est ici un adjectif démonstratif qui caractérise le mot versus. Donc, c'est vers, déclarant, déclare. Donc, c'est vers, on parle visiblement de poésie, hein, c'est vers, déclare, que. Bien, on regarde ensuite pour trouver notre proposition infinitive. Il est fort possible qu'elle commence ici, devant spairam, qui est justement à l'accusatif. Ok? Donc c'est sans doute l'accusatif le plus éloigné du verbe. De toute façon, si on remonte, cum n'est pas un verbe, n'est pas à l'accusatif, kilindro non plus, in non plus, sumo non plus, sepulcro non plus, positam oui, mais c'est un participe passé qui va avec esse. Donc le verbe, c'est visiblement positam esse. D'accord? Donc positam esse, on peut arrêter la proposition infinitive ici. Positam esse, on voit qu'on a le participe passé suivi du verbe être. On a donc affaire à un infinitif parfait, passif. La terminaison en am nous indique qu'on cherche un sujet à l'accusatif féminin singulier. On remonte, on voit sepulcro, sumo, in. In, c'est in plus accusatif ou plus ablatif. Donc o, visiblement, c'est de l'ablatif. Donc on peut mettre in plus ablatif, je souligne, c'est un cessé de lieu. Mais sumo est un adjectif. Un adjectif se rapporte obligatoirement à un nom, et en latin comme en grec, rien ne peut couper un groupe nominal en deux sauf un génitif, ce qui veut dire que sepulcro sera probablement le nom auquel se rapporte l'adjectif sumo. Donc in plus ablatif, c'est un cessé de lieu, ablatif neutre singulier. On continue à remonter. Kilindro, avec une terminaison culindro, avec une terminaison en o, sera probablement à l'ablatif aussi, ou au datif. On regarde ce qu'il y a devant, et on voit qu'il y a cum. On sait que cum est une préposition qui exige la présence de l'ablatif. Donc, cum plus ablatif singulier, c'est encore un cessé, ici un cessé d'accompagnement. Et on regarde ce qu'il y a devant, on a spairam, c'est le fameux sujet à l'accusatif féminin singulier que l'on cherchait et qui nous avait été indiqué par le participe passé positam. Donc, spairam est notre sujet à l'accusatif féminin singulier. Donc, ces vers déclarent que une sphère, positam esse, alors infinitif parfait passif, ce qui veut dire qu'il va y avoir antériorité par rapport au verbe de la phrase principale. Le verbe de la phrase principale étant au présent, on va utiliser une antériorité par rapport au présent, on va utiliser un indicatif imparfait. Donc ces vers déclarent qu'une sphère était placée ou était posée, cum cilindro, avec un cylindre, je m'aperçois que je n'ai jamais écrit en français le mot cylindre, j'espère que j'ai pas fait de faute, je suppose que c'est écrit comme en latin, avec un cylindre, in sumo sepulcro, au sommet de la tombe. D'accord?
On poursuit. Phrase 7. Je surveille le temps. Ouais, ça va peut-être être un peu juste, on verra bien. Kikero, quaestor, sperabat, c'est Archimedis, sepulchrum, inventurum esse. Donc en fait, dans la phrase qui précède, on vous a décrit la tombe d'Archimède, qu'on est toujours en train de chercher à l'heure actuelle, et Cicéron, qui a été ensuite président de la République romaine, c'est-à-dire consul à plusieurs reprises, a passé beaucoup de temps à chercher cette tombe qui avait disparu de son temps. Il l'avait retrouvée, et à l'heure actuelle, on est à nouveau en train de chercher la tombe d'Archimède. Okay. Donc, Kikero quaestor sperabat, le verbe c'est sperabat. Comme l'indique le bas, ce verbe est à l'indicatif imparfait. On cherche donc son sujet, puisque sujet il y aura, puisque le verbe est à la troisième personne du singulier. Le sujet, c'est Kikero quaestor. Donc Kikero, Kikeronis, troisième déclinaison, nom d'homme. Donc Cicéron, le questeur. Donc le questeur Cicéron. Questeur, c'est un titre ministériel. Donc le questeur Cicéron. Sperabat, c'est le verbe espérer. Donc espérer que. Proposition infinitive. Proposition infinitive, donc elle va probablement commencer ici. On regarde, effectivement, c'est est un accusatif masculin singulier. Donc c'est probablement le sujet de notre P2 infinitive. On regarde ensuite ce qu'on a, on cherche le verbe pour pouvoir arrêter la proposition. Archimedis n'est pas un verbe, sepulchrum non plus. Inventurum esse, oui. Inventurum esse, on reconnaît cette forme en urus à c'est bien un infinitif, c'est l'infinitif futur. Donc, infinitif futur actif, puisque l'infinitif futur n'existe pas à la voix passive. Ce qui veut dire qu'il y aura postériorité entre la proposition infinitive et son verbe introducteur. Postériorité par rapport à un temps du passé, on va utiliser le conditionnel. Donc, le questeur Cicéron espérait que il, c'est-à-dire qu'il, ça veut dire lui-même, espérait que lui-même, inventurum esse, trouverait, quoi donc, on cherche le CD à l'accusatif, sepulchrum, la tombe de qui? Archimedis, d'Archimède. Donc génitif masculin singulier, complément du nom sepulchrum était lui-même à l'accusatif neutre singulier. Qu'il trouverait, que lui-même trouverait, la tombe d'Archimède. Ok? Donc la tombe d'Archimède, voilà. Alors si j'ai un peu de temps, ça va être juste, la tombe d'Archimède. Alors Archimède était un savant et mathématicien célèbre de l'Antiquité. Il est très célèbre pour une anecdote notamment. Donc c'est-à-dire que Archimède avait eu un jour un défi qui lui avait été proposé par un monarque. Donc c'est-à-dire que la ville dans laquelle il séjournait en Sicile avait offert une couronne en or à Zeus, donc dans son temple. Le problème, c'est que par la suite, on s'était aperçu que le joaillier était un arnaqueur, un voleur, et que en fait, il avait coupé l'or. Donc on utilise rarement l'or pur, et donc on fait toujours des alliages entre l'or et l'argent, ce qui rend l'or un petit peu plus solide, parce que l'or est un métal mou, donc ça pose problème. Et on s'est douté qu'en fait le bijoutier, le joaillier, avait mis beaucoup plus d'argent que prévu. Et donc il avait volé la ville et volé Zeus. Et donc il fallait réussir à déterminer quelle quantité d'or et quelle quantité d'argent il avait mis dans cette fameuse couronne qu'il avait faite. Le problème, c'est que la couronne avait déjà été offerte à Zeus, et donc comme elle appartenait au dieu, on ne pouvait pas la détruire pour séparer les deux métaux par un procédé chimique. Donc il fallait absolument trouver une idée pour pouvoir déterminer cette quantité d'or et cette quantité d'argent sans détruire la couronne. Et donc Archimède a beaucoup cherché, et il a fini par avoir une idée, de façon tout à fait stupide. En fait, il était dans son bain, et tout à coup, il a laissé tomber son bras dans l'eau. Et il s'est rendu compte que son bras, que sa main, était moins lourde que ses jambes. Et que donc, elle avait un niveau elle coulait moins vite que ses jambes parce qu'elle était moins lourde. Et donc, il est sorti de son bain en hurlant Eureka, Eureka, ce qui en grec veut dire j'ai trouvé, j'ai trouvé. Il a couru tout content dans la rue pour le dire à tout le monde, sans prendre la peine de s'habiller. Donc, ça a fait beaucoup rire les gens. Mais grâce à cela, il avait trouvé un moyen. Et donc, en procédant par essai, il a fait tomber dans de l'eau des couronnes en or massif, des couronnes en argent, puis il a fait des alliages, donc des couronnes du même poids, jusqu'à ce que finalement, il parvienne à déterminer quelle quantité d'or et quelle quantité d'argent il y avait dans la fameuse couronne de Zeus sans la détruire. Voilà.
Bien, je passe à la